Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Celle-là aussi, ça fait un moment que je dois la faire, mais il me semble de bon ton ce matin. En tout cas, le timing m'a semblé approprié. Maintenant qu'on commence à maturer un petit peu sur les premiers rebonds techniques de nos cryptocurrency favorites, se trouve évidemment et se pose la question de distinguer la spéculation de la valeur. Tout simplement parce que, bon, on va pas se mentir, une large partie des cryptos n'ont aucune valeur intrinsèque, et certains des narratifs me gênent quant à la généralisation de ceci. C'est plus de dire, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Il y a clairement des actifs qui ont une valeur très grande et une utilité qui n'est pas à remettre en question. Il y a à côté de ça, effectivement, malheureusement, beaucoup de trucs qui sont soit des arnaques un peu déguisées, ou, en tout cas, bon, quand on tape à l'intérieur du top 100, soit on est sur de l'arnaque beaucoup plus organisée, soit concrètement, on est sur du capital mal alloué. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'avis que je vais essayer de défendre aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne s'agit pas nécessairement de gens qui vous tendent des arnaques devant les bras, mais concrètement, ces gens-là ne remplissent aucun cas d'utilité qui justifie aujourd'hui la valorisation de leur supply. Voilà, donc on va essayer de répondre à ça. Loin de moi l'idée d'avoir un aspect à critiquer, vous savez que j'aime pas ça en fait, il y a plein de trucs qui m'horripilent, mais plutôt que de critiquer un truc qui me gêne, je préfère proposer une solution qui vous tirera vers le haut. Donc ici, au lieu de dire « Ah ben voilà, ce token il est pourri, il sert à rien concrètement, voilà, c'est nul », je vais plutôt essayer de vous dire quelle est la méthode que j'utilise moi personnellement en plusieurs étapes pour définir un token sur lequel je pense qu'il y a une valeur intrinsèque, donc il y a une capacité à mettre en place une stratégie d'investissement. Comme on l'a dit, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ne sont pas dans cette liste ne sont pas de bons véhicules spéculatifs. Et j'insiste bien là-dessus, si vous faites du pur trading, d'accord, ça peut tout à fait être envisagé avec certaines des étapes de mon schéma là. Donc moi, je vais vous donner, entre guillemets, un schéma qui peut être découpé en deux, d'accord. Il y a un schéma à remplir pour la spéculation pure, et il y aura un schéma à remplir pour l'investissement. La différence entre les deux, eh ben, elle est simple, c'est que, en soi, l'investissement, ça veut dire que le temps vous profitera. Le trading, ça veut dire que le temps joue contre vous. Il faudra timer correctement vos entrées et vos sorties, bien entendu. Ok. Bon, alors c'est parti, on saute dedans tout droit. Donc, première étape pour moi, pour définir si un token en vaut la peine, déjà, la première question que je me pose, c'est est-ce que j'ai déjà utilisé ce truc ? Parce que si ce n'est pas le cas, déjà ça commence mal, d'accord ? Pour investir, la base c'est de comprendre quel est l'intérêt de la vision des cryptos. D'accord ? La vision des cryptos de base, c'est de faire en sorte que les gens qui utilisent un réseau puissent être partie prenante de ce même réseau, c'est-à-dire en soi, vous utilisez un service et vous possédez une part des revenus, une part de ce service qui vous donne droit en fait à utiliser le service gratuitement parce que vous avez acheté son token. Entre guillemets, voilà le business model de base. Bon, il y a d'autres business models comme le stockage de valeur type Bitcoin, où là concrètement on ne demande aucun cas d'utilité. On ne va pas se mentir, Bitcoin, on ne lui demande pas d'être utile, on lui demande juste d'être Bitcoin. Ok ? Mais donc tous les autres, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Bitcoin, et donc par définition un titre financier, une security, et en ce sens-là, oh, mon Dieu, notre ami Gary Gensler a jeté le pavé, mais il n'a pas tort, encore une fois, tout est un titre financier. La question par contre derrière, c'est est-ce que ça doit être régulé comme des activités entrepreneuriales classiques ou non ? Et là, clairement, pour moi, la réponse est non. En tout cas, pas pour toutes les cryptos. Il y en a, c'est clairement des entreprises, on ne va pas se mentir, c'est des pure securities. Et dans ce cas-là, on verra que ça ne sert à rien. Donc, premier cas d'usage, d'accord ? Pour ma part, la blockchain, si vous n'utilisez pas le service qui est rendu par cette blockchain, directement ou indirectement, ça commence mal, d'accord ? Donc moi, je vais faire viteuf un petit tour du top 100, je vais vous dire ce que moi, personnellement, j'utilise, ok ? Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, Nexo, pardon, j'utilise. ThorChain, j'ai déjà utilisé une fois pour tester. DYDX aussi. Osmosis, j'utilise pratiquement tous les jours. PancakeSwap, j'ai déjà utilisé. Ok. Donc on commence à en trouver. Mais vous voyez que sur pratiquement 50, j'en ai gardé 6, 7. Donc déjà, vous voyez que ça filtre beaucoup. C'est-à-dire tous les autres, je n'investirai pas dessus. Je n'ai déjà aucune utilité du service. Donc déjà, ça commence mal. Pourquoi je voudrais faire partie de ce truc-là ? Injective, j'ai déjà utilisé à l'époque, mais c'était il y a longtemps. Curve, j'ai déjà utilisé. Tita, j'ai déjà utilisé. AV...
Vous voyez, là, on n'est encore pas coché beaucoup. Hein. C'est quand même important de comprendre ça. Ok, donc tout ça, pas utilisé, pas utilisé, pas utilisé, pas utilisé, pas utilisé, utilisé, utilisé tous les jours, utilisé. Alors Link indirectement, hein, encore une fois, Chainlink, c'est pas, on ne l'utilise pas en tant que tel, mais par contre, Chainlink est absolument essentiel au fonctionnement de trucs comme AV et trucs comme ça. Hein. Donc évidemment, du coup, c'est une utilisation indirecte. Uniswap, bien sûr. Avalanche, j'ai déjà testé. Bon, j'utilise plus trop, mais j'ai déjà testé. Polkadot, j'ai jamais testé, mais j'aurais franchement dû et pu. Mais j'ai aucun doute sur la fonctionnalité de ce truc. Solana, j'ai dû utiliser, mais j'ai même plus le wallet. Donc j'ai dû utiliser Solana, j'ai dû utiliser peut-être Polkadot. Enfin, on peut les cocher, voilà en tout cas. Polygon, j'ai déjà utilisé. Dogecoin, je n'ai déjà acheté à un moment donné, mais je vous dis, je me suis arraché les cheveux le fait que d'acheter un token de chien. Et c'était purement spéculatif. Hein. Il n'y a aucun cas d'utilité à Dogecoin, hein, on est bien d'accord. Pour ma part, Cardano jamais utilisé, Ripple non plus, Binance oui, Ethereum of course. D'accord. Donc comme vous le voyez, ça déjà c'est les seuls trucs sur lesquels j'envisagerais un investissement. Sinon, bah, les autres, désolé, navré, je vois pas à quoi ils servent. En tout cas, si déjà ils servent à quelque chose, moi j'en ai pas l'utilité. Donc je vois pas pourquoi j'irais investir dessus. Je rappelle, le but de la blockchain, c'est pas juste de nous créer un système financier tokenisé. Hein. Ça c'est stupide. C'est juste de dire, c'est de changer le modèle économique de participation à la création de valeur. C'est de dire, je suis partie prenante des utilités que j'ai. Je participe à ces protocoles selon plusieurs façons. Soit j'apporte du capital pour sécuriser le protocole, soit voilà, hein, d'accord. Soit carrément j'y contribue, hein, je code pour ce truc-là. Ok. Donc vraiment essentiel de comprendre ça. Première étape en fait. Donc la première, c'est est-ce que vous avez déjà concrètement utilisé le service? Si la réponse c'est non, bon déjà, ça veut dire que vous vous dirigez probablement vers du trading. D'accord. Ça veut dire je ne resterai sur ce truc-là que sur une durée précise, avec une gestion du risque, un stop-loss, etc. Ok. Puisque concrètement, ici, le temps joue plus ou moins contre vous. Mon étape numéro 2, c'est-à-dire si déjà je peux checker pour dire, ok, c'est bon, j'utilise le truc, donc déjà, il y a une utilité primaire. Le deuxième truc, c'est est-ce qu'il y a besoin d'une blockchain? Parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a quand même pas mal de cas d'usage qui n'ont pas vraiment besoin d'une blockchain. Alors ici, bon, ben, comme d'hab, il faut un modèle. Un modèle, c'est pas parfait, ça veut dire que malheureusement, ce truc-là peut éventuellement filtrer certains cas d'usage réels à tort et ou laisser passer des trucs qui marcheront pas pour autant. Mais c'est déjà mieux que d'y aller au petit doigt mouillé de « Eh mais si, ce truc c'est génial !»« Ah mais c'est fantastique !» J'ai vu un post sur Medium, les mecs ils disaient que c'était génial, ou j'ai vu une vidéo YouTube, et le mec il avait l'air de dire que j'allais gagner 100x. Donc forcément, moi ça me tente. Hein. Et puis le mec il avait l'air de savoir de quoi il parlait. Non, non, on fait gaffe, ok? Toujours do your own research, ayez vos propres modèles et écoutez pas n'importe quel Google sur YouTube. Pour la plupart, ils sont payés et en plus de ça, ils disent plus de conneries qu'autre chose. Donc, on fait gaffe, un modèle, en ayant conscience que le modèle est imparfait, mais son filtrage est bien meilleur que votre petit doigt mouillé ou le YouTuber du coin. Hop, moi je puise dans mes modèles et celui-ci, c'est celui que j'utilise par défaut. Il y en a plein des similaires, mais celui-là, je l'ai trouvé très très bien. Vous pourrez le trouver facilement sur Google. Donc ici, c'est tout simplement le reverse engineering, d'accord, d'un système de est-ce qu'il y a besoin ou pas besoin d'une blockchain, d'accord. Donc suivez les étapes. On va juste faire le truc de base, d'accord, c'est-à-dire est-ce que ça parle d'un business réel qui résout des problèmes réels, d'accord, parce que encore une fois, pour moi, celui qui résout les problèmes du métaverse qui n'existe pas encore, c'est quand même se foutre un peu de la gueule du monde. Il faudrait peut-être d'abord le métaverse, en fait. Je dis juste ça comme ça, hein, petite parenthèse refermée. Deuxième, donc, est-ce que ce problème aurait pu être résolu de façon différente enfin, est-ce que ce problème est déjà, en fait, résolu, pardon, d'une façon différente? Ce qui est le cas la plupart du temps, hein, d'accord? La plupart du temps, ce problème, il existait avant et il a déjà des solutions existantes qui sont là pour résoudre ce problème. Si la réponse est oui, attention, ça ne veut pas dire nécessairement c'est mort. Ça veut juste dire il va falloir aller un petit peu plus loin. Mais bon, est-ce que ce problème nécessite l'installation d'une base de données? Bon, là ici, la plupart des cas d'usage sont quand même oui, mais assurons-nous que ce soit le cas. Est-ce que plusieurs personnes ont besoin d'écrire sur cette base de données? Bon, là en l'occurrence, la plupart des blockchains aujourd'hui répondent quand même oui à ce truc-là, sinon elles se foutent vraiment de votre gueule. Est-ce que les personnes qui écrivent sont
des personnes dignes de confiance. Donc ici, c'est toujours l'intérêt de comprendre, est-ce que la confiance est un facteur critique dans l'infrastructure en question? Si la réponse est non, c'est-à-dire concrètement, bah oui, je peux faire confiance. Qu'est-ce qui fait que je peux faire confiance? Soit il n'y a pas ou peu d'enjeux, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de valeur collatérale, et à ce niveau-là, bon, autant faire confiance. Concrètement, je m'en fous. Le service a très peu de probabilité d'être corrompu pour une raison X ou Y. Donc, bah oui, je peux faire confiance. L'enjeu derrière n'en vaut pas la peine. D'accord? Je vous rappelle, la plupart du temps, dans la blockchain, il va falloir créer un wallet, une seed phrase, un machin, un bidule, un truc ça, tout ça pour qu'à la fin, vous réalisiez un clic. D'accord? Dans le Web 2, tu cliques et c'est réglé. Hein, et tu fais confiance. Tu vas dire, bah, effectivement, ils vont stocker dans la base de données correctement, etc. Pas de souci. Ok, mais c'est important de comprendre ça. Il s'agit ici de complexifier dramatiquement une action qui pourrait prendre un clic. Donc, pour l'instant, encore une fois, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Pour la plupart du temps, pour moi, c'est complètement con. Hein. Je vois des gens qui s'échangent des images. Si tu veux envoyer une image à un copain, tu utilises n'importe quel truc qui permet de le faire aujourd'hui. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de wallet et de machin et de seed phrase et d'encryption à tous les coups. Hein. Donc, on fait attention. Il faut qu'il y ait une notion de rareté et de valeur des process échangés. Le JPEG du coin, désolé les cocos, ça vaut pas grand-chose. Hein. Supply illimité, tout ça. Bon, la techno NFT, on l'a dit pour avoir un cas d'usage, mais pour l'instant, c'est surtout des JPEG à la con qui s'échangent pour rien du tout. Ok. Donc derrière, il s'agit bien de comprendre, est-ce que les gens qui écrivent sur cette blockchain ont un intérêt, enfin sur cette base de données, pardon, ont-ils un intérêt unifié? Est-ce qu'ils peuvent donc entrer en forme de coalition pour tenter de tirer parti des valeurs inscrites dans ce ledger? Autrement dit, soit de retirer une valeur à quelqu'un, soit de s'ajouter de la valeur à eux-mêmes. C'est souvent le numéro 2. Okay, donc il faut faire attention, s'ils ont un intérêt unifié à écrire quelque chose qui les arrangerait tous, ils vont forcément le faire. Dans ce cas-là, c'est effectivement plutôt dangereux. D'accord? Mais il s'agit bien de comprendre ce truc-là. Si les accès à l'écriture sont permissionnés et que les seuls qui ont accès à l'écriture sont des gens qui se connaissent, ça s'appelle une base de données, les gars, pas une fucking blockchain. D'accord? Donc vraiment pas besoin de blockchain dans ce cas-là. Ok? Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir une écriture libre entre des personnes qui n'ont pas d'intérêt aligné. Là, on a besoin d'une blockchain. Bon, ce qui est important ici, c'est de dire, déjà, quand j'ai des personnes qui écrivent, mais qui ne sont pas forcément d'accord, est-ce que je ne peux pas résoudre ce problème avec la simple utilisation d'une contrepartie, d'une tierce partie, c'est-à-dire d'une tierce partie neutre qui va rendre ce service et qui va donc déplacer le problème de la confiance. Le manque de confiance entre les acteurs peut tout à fait, la plupart du temps, être justifié par un intermédiaire de confiance. Et ça existait largement avant les techno-blockchains. Donc là, la question, c'est de dire, pourquoi ne faites-vous pas confiance à cette tierce partie? Soit parce qu'effectivement, les enjeux sont tellement grands que même cette tierce partie pourrait être corrompue. Donc là, oui, vous avez fucking besoin d'une blockchain. Ok? C'est bien important. Mais si vous pouvez faire confiance à une tierce partie, bon ben voilà, c'est ce qui est le cas la plupart du temps en Web 2. Hein. Si je veux t'envoyer une image, il y a bien une tierce partie qui va transférer ces données sur Internet et je lui fais confiance. Hein. Mais en soi, pour transférer un fucking JPEG, je vois pas pourquoi l'entité en question serait en termes de corrompre quoi que ce soit. D'accord? Donc il y a toujours cette notion de valeur intrinsèque de ce qui est transféré. La blockchain, elle doit surtout transférer les trucs qui ont de la valeur. Les trucs qui n'ont pas de valeur, putain, une base de données, ça fonctionne très bien. Ok? Et donc bien de comprendre après les autres participants, d'accord? Est-ce que tous les participants doivent avoir la même software mis à jour, le même déploiement? Dans ce cas-là, clairement, si c'est oui, il va falloir derrière qu'il y ait un coût justifié, d'accord? Il s'agit que quand il y a une technologie qui est distribuée, d'accord? Ça veut dire des mises à jour, ça veut dire de la coordination, ça veut dire de l'infrastructure. Je vous rappelle, une base de données, d'accord? C'est une base de données, je fais mon clic, j'ai les petits protocoles qui font des trucs, et hop, ils écrivent dans une base de données, c'est plié, d'accord? La version blockchain, c'est, oh putain, je fais mon clic, il faut que ça passe par des protocoles qui ont été décentralisés eux-mêmes. D'accord? C'est-à-dire il faut des DAO ou des machins. Derrière, il faut qu'une fois que ce protocole a été exécuté correctement, d'accord, il faut qu'il soit reposé sur l'écriture dans une base de données qui va être répliquée un grand nombre de fois pour qu'elle soit décentralisée, d'accord? Parce qu'il faut qu'il y ait un grand nombre de participants au réseau pour qu'il y ait de la décentralisation. Vous vous rendez compte, encore une fois, de la multiplicité du truc, c'est-à-dire il faut concrètement ici qu'il y ait plein de bonhommes qui participent à équilibrer ce truc pour que ce ne soit pas centralisé. Il faut qu'il y ait plein d'ordinateurs qui stockent après le ledger en question pour être sûr qu'il n'y en ait pas quelques-uns qui tripotent le truc comme ils veulent.
Vous vous rendez compte donc de la réplication horizontale du truc, le coût infrastructurel d'une blockchain, c'est éminemment supérieur à ce qui se fait dans une techno centralisée. Donc, encore une fois, il va falloir justifier le coût d'adoption. Et ça, pour moi, c'est le cas d'usage qui est le moins respecté. C'est-à-dire, encore une fois, peu importe, hein, comme on l'a dit, est-ce que déjà tu réponds à un vrai service et un vrai besoin? Déjà, il y en a qui n'y arrivent pas. Donc voilà, si déjà tu arrives à passer tout ça, ce qui est quand même le cas de pas mal de projets, ne nous mentons pas, d'accord? Mais plus on va loin dans la liste, plus pour moi ça remplit des besoins, mais qui n'existent même pas, hein. Mais bon, admettons que tu remplis des besoins, que les intérêts sont effectivement non alignés et que tout le monde doit participer à ce truc-là, qu'on est donc sur un réseau au grand nombre de participants dont les intérêts ne sont pas alignés et qui ne peut pas être régi par l'intervention d'une tierce partie, parce que ce serait trop complexe ou trop coûteux, ou parce que la tierce partie pourrait elle-même être corrompue en fonction des enjeux en question. D'accord? Si déjà on passe tout ça, d'accord, il s'agit de se dire, est-ce que là, j'ai besoin d'une blockchain, mais est-ce que la marge relative du coût nécessaire au déploiement de cette blockchain justifie ou non son intervention? Parce qu'encore une fois, si ça doit coûter une putain de blinde pour décentraliser un réseau juste parce qu'on a un peu peur d'une tierce partie, franchement, si ça doit coûter 2 millions ou 3 millions, est-ce que c'est économiquement rentable? C'est vraiment la question que la plupart des gens oublient de se poser, d'accord? Et quand bien même donc se pose cette question de oui, il y a une blockchain, derrière, pour ma part, il y a ce gros délire de est-ce que vraiment c'est une blockchain publique, privée, etc. Mais déjà de se poser la question, est-ce qu'il faut une blockchain? D'accord? Pour moi, c'est l'intérêt numéro 1. L'intérêt numéro 2, comme on l'a dit, c'est derrière, est-ce que concrètement vous l'utilisez cette blockchain? Parce que la plupart du temps, soit vous allez utiliser le service de l'entreprise qui va éventuellement utiliser de l'infrastructure blockchain, mais elle utilisera cette infrastructure pour communiquer avec d'autres entreprises, éventuellement, elle va décentraliser son infrastructure interne, mais vous, concrètement, vous allez aller sur son site web et vous utiliserez son service. Dans ce cas-là, la partie privée de l'infrastructure blockchain, vous n'en avez ni la connaissance, ni le besoin. Vous n'interagissez pas vous-même avec cette blockchain privée. Ce sont, dans ce cas-là, des interactions entrepreneuriales qui utilisent de la technologie blockchain. On parle de blockchain privée ou blockchain hybride. D'accord? Vous, les blockchains sur lesquels vous avez de l'utilité, une vraie cas d'utilité où je vais concrètement acheter le token parce que je participe et j'utilise directement les services de ce réseau, c'est là. Et encore une fois, pour atteindre ce schéma-là, je vous laisse admirer la beauté de la complexité des choix rationnels qu'il faut pour arriver là. Donc concrètement, si déjà de base, on a dit, vous achetez un token que vous n'utilisez pas, c'est compliqué. Deuxièmement, si c'est un token que vous utilisez, est-ce qu'on a besoin de blockchain pour ce truc? Ou est-ce que concrètement, il n'y a pas déjà des concurrents qui le font aujourd'hui et du coup, avec un coût marginal largement inférieur? Dans ce cas-là, bon, concrètement, pourquoi tu utilises ce service plus que celui qui coûte moins cher? Ben, probablement parce que, franchement, tu le fais parce qu'il y a écrit blockchain. On va pas se mentir. Dans ce cas-là, tu es aussi débile que les mecs qui achetaient des entreprises qui marquaient .com à l'époque 2000. Tu te dis, ouais, mais le futur, le turfu, c'est la blockchain. Il va y avoir de la blockchain partout, même si elle sert à rien ou que ses coûts infrastructurels sont totalement hors marge. Et dans ce cas-là, concrètement, tu as un système qui n'est pas du tout compétitif. Tu es juste en train de brûler du cash, hein. Donc, on va pas se mentir. Il y a quand même beaucoup de projets, pour ma part, là-dedans, je ne les citerai pas, qui n'ont aucune justification à utiliser le déploiement d'un token. D'accord? Ou alors, vous n'avez aucune utilité de leur service, et dans ce cas-là, franchement, pourquoi ces trucs-là déploient un token? Et pourquoi vous l'achetez? Okay? Donc, très compliqué pour ma part, déjà, de ne pas répondre correctement à ces deux étapes-là. Donc, on a compris, premier, est-ce que tu utilises vraiment le token? Si la réponse c'est non, direct, ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter là, mais ça veut dire que tu vas faire que du trading, hein. Donc, il ne s'agira pas de garder le token, la valeur temps jouera probablement contre toi. Deuxièmement, comme on l'a dit, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une blockchain? Si la réponse c'est non, là clairement le temps il joue vraiment contre toi mon gars, hein, parce que là tu as des mecs qui sont en train de brûler du cash pour un truc qui concrètement servira à rien et qui va plutôt tendre vers zéro. Donc là encore une fois, la valeur temps, elle tend vers zéro, tu es mal barré. Bon, si quand même tu passes déjà ces deux premières étapes, je vais pas vous mentir, ça fait déjà pas grand monde, hein, ici. Eh bien, il va se poser la question de la troisième étape. C'est-à-dire, c'est là qu'on va rentrer dans le tokenomics. C'est-à-dire, concrètement, tu achètes un token, il vaudrait peut-être mieux savoir comment ça fonctionne, une blockchain, et à quoi sert ce token dans la blockchain. Donc là, la première étape, je ne vais pas refaire comment fonctionne une blockchain, j'espère que vous le savez, mais il s'agit quand même, donc à ce stade-là, de se poser la question de quelle est la répartition économique du truc. Puisque là, donc, comme on l'a dit, si vous remplissez ces deux étapes, qu'on parle d'investissement, ou dans ce cas-là, vous ne remplissez pas ces deux étapes, on parle de pure trading, il s'agit bien de comprendre qu'un prix n'a absolument rien à voir avec la valeur.
d'accord? La notion et le lien entre prix et valeur, on avait fait une émission là-dessus. De mémoire, elle s'appelait la crise de valeur ou un truc comme ça. Je l'avais donné les 4 étapes nécessaires pour justifier un lien prix-valeur existant. D'accord? Donc, on va les lister ici. Ça nous donnera donc les 4 points, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Puisque j'ai dit, il y a 4 points à remplir pour définir le fait qu'il y a une valeur. Ok? Ce sera donc ces 4 points-là. Avant de trader le prix, assurons-nous qu'il y a au moins une valeur. Sinon, là encore, la valeur temps vous pénalisera significativement. Donc, quelles étaient ces 4 étapes, si vous vous rappelez? D'accord? Il fallait donc, de l'historique, c'est-à-dire on n'achète pas un truc qui vient d'être listé, parce que concrètement, quand ça vient d'être listé, on ne sait pas combien ça vaut. D'accord? Donc, il fallait de l'historique. Il fallait des volumes de transactions suffisants. Donc, de l'historique, ça veut juste dire qu'il faut passer du temps. D'accord? La valeur, elle s'installe à travers le temps. Donc, il y a un facteur temps, il faut laisser passer un peu de temps. Donc on ne fait pas d'ICO, IPO, machin, ça c'est dangereux, d'accord? Ou alors vous êtes là pour market maker le marché, mais sinon vous êtes là pour jouer le ding-dong, quoi. Je fais du price discovery, je peux gagner, je peux perdre, mais concrètement, vous avez une espérance de gain qui est proche de 0. Hein. Donc proche de 0, voire nul, et il vaut mieux dans ce cas-là éviter ce genre de truc. Donc voilà, on attend qu'il y ait un peu d'historique qui s'installe pour avoir un semblant d'idée de dire peut-être qu'il y a de la valeur, mais surtout, comme on l'avait dit, il faut les volumes de transactions. Ça veut dire qu'il faut que ce truc-là s'échange. Si ça ne s'échange pas, c'est que ça sert probablement à rien. Donc, il faut des volumes de transactions. Mais ça ne suffit pas, d'accord? C'est-à-dire, s'il y a de l'historique et des volumes, Dieu sait que c'est très facile de créer des volumes artificiels. C'est pour ça qu'on le dit, ces volumes, d'accord, doivent être réalisés par des personnes différentes. Ça veut dire que si concrètement, j'ai un bolos qui s'amuse à s'échanger le même truc 50 millions de fois dans la journée, c'est pas un volume qui installe de la valeur. C'est un volume purement manipulé. Et Dieu sait que les market makers s'en donnent à cœur joie, à créer des fausses transactions qui servent à rien. Donc là, encore une fois, tu as un volume qui n'a aucune existence. D'accord? Donc on fait attention, ces volumes doivent être réalisés par des entités différentes. Et 6, d'accord, la distribution de ce supply doit être relativement décentralisée. C'est-à-dire, bon, vous prenez les modèles entrepreneuriales, vous savez que par exemple, un actionnaire majoritaire, généralement, il détient entre 7 et 10% des parts de l'entreprise. Donc là, ça veut dire n'importe quel projet qui, à un instant T, peut contrôler plus de 10% du supply, ça sent fucking mauvais. Ça sent de dire, on a les fréquences résonantes de ce qui se passe dans l'économie réelle. Pourquoi ce serait différent dans la fucking crypto? Donc moi, désolé, mais des trucs qui lancent avec 30% du supply dans les mains de la fondation au premier jour, non mais il faut arrêter les conneries, bordel de merde. C'est quand même dramatique. Ou alors 30% du supply, mais par contre, on ne peut pas les vendre avant... enfin, on aura des vestings sur 4 ans, mais par contre, on peut staker. Ça veut dire on continue de garder 30% du supply. C'est juste, on ne peut pas vous les dumper dans la gueule tout de suite, mais on le fera à terme. Non mais franchement, il faut arrêter les conneries. Ok? Donc, la base, c'est pas possible qu'une entité centralisée ou qu'un groupe de personnes identifiées détiennent plus de 15-20% du supply. D'accord? Ça veut dire que chaque portion du tokenomics à n'importe quel moment donné ne peut jamais excéder 20%. Moi, dans le modèle que je suis, je différencie donc, comme je vous dis, différentes classes, c'est-à-dire il y a les investisseurs, c'est-à-dire vous, hein, les gens qui accèdent au marché secondaire, qui peuvent acheter les tokens après coup. Il y a les VC ou les Early Investors, ceux qui ont acheté le token avant le déploiement de la blockchain, donc ils ont levé des fonds pour que ces mecs-là construisent la blockchain et déploient le token. Donc attention, hein, encore une fois, on n'achète pas de token s'il n'y a pas la blockchain. Ça, c'est juste la plus grosse des conneries. D'accord? Donc si vous faites ça, vous faites du VC investing. Vu le stade de maturité du marché crypto aujourd'hui, les VC, c'est plusieurs centaines de millions pour justifier de faire ce type d'activité. Ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre vous. Donc on n'achète pas, on ne fait pas d'ICO décentralisé, machin, je ne sais pas quoi. Hein. D'accord? Donc dangereux. Donc VC ou Early Investor qui ont acheté avant le déploiement de la technologie. Ils ont acheté sur le papier, ils prennent des risques et encore une fois ici, ça nécessite un vrai métier. Hein, ça veut dire la plupart du temps, on n'achète pas juste parce qu'il y a eu un white paper. Okay, on bouge son petit cul. En général, ces gars-là, quand ils vont déployer 100 millions, ils vont au moins rencontrer l'équipe en question, probablement en général en personne. Bref, ces gens-là ont une gestion du risque très fine qui n'a rien à voir avec « Ah, j'ai lu le white paper, j'ai rien compris, mais je sens que c'est le truc du turfu. Hein ». Donc on fait gaffe, d'accord? Donc les VC, les investisseurs, la team, d'accord, c'est-à-dire effectivement les builders, généralement, ils se réservent une partie des tokens. Bon, moi, dès que ça dépasse 20%, ça me fait piler, ça me fait pleurer, d'accord. Je trouve ça extrêmement dangereux. Pour moi, 20%, c'est le maxi que doit détenir une team. Au-dessus de ça, c'est quand même flippant. La fondation,
qui donc, attention quand même à l'alignement idéologique entre la team et la fondation, mais pareil, si j'ai une fonda qui a plus de 20%, putain, ça fait flipper, merde. Ou alors elle doit avoir des tokens loqués sur 10 ans, mais à aucun moment donné, elle doit avoir accès à une liquidité qui manipule, enfin qui constitue 20% du supply. C'est flippant, d'accord. Derrière, il y a effectivement tous les cas d'usage, type community pool. Voilà. Donc là, effectivement, la community pool, c'est pas grave. Si ça dépasse 20%, c'est absolument pas gênant. Mais on va dire, dans le supply circulant, il faut pas que les 4 autres entités, il y en ait une seule qui contrôle plus de 20%. C'est flippant. Voilà. Ok, donc c'est vraiment la base. Ça doit être décentralisé. Sinon, ça veut dire quoi? Que concrètement, une seule de ces entités détient plus de 20% du supply. Des fois, là, effectivement, les investisseurs, c'est pas grave qu'ils aient plus de 20% du supply. Ils sont nombreux. Donc eux, c'est pas grave. On a une décentralisation du supply. Les VC, pareil, s'ils ont plus de 20% du supply, ils ont plutôt intérêt à être nombreux. Si derrière, il y a eu 4 investisseurs VC, attention à la collusion, les gars. C'est-à-dire, encore une fois, ces 4 mecs, ils ont des téléphones, ils peuvent s'appeler et dire, bon, on arrête de vendre ici, on rachètera là-bas, bref, je te manipule le prix. Et là, tu peux faire le malin à m'analyser ce que tu veux sur ton graphique, tu es en train de te faire manipuler par des mecs qui font ce qu'ils veulent avec le prix. Hein. Donc là, après, si tu veux être le dindon de la farce, tu fais ce que tu veux. Mais bon, pour ma part, je ferai jamais de spéculation si 3-4 personnes détiennent plus de 20% d'un supply. Ces gars-là vont forcément trader ensemble, d'accord. S'ils ont un intérêt, un VC, il n'est pas là pour faire joli, d'accord. Il est là pour gagner de l'argent. Donc, si à partir du moment il a une méthode infaillible pour gagner de l'argent, aka je manipule le prix pour faire monter la valeur et puis je vendrai un des gogoles. Bon, mais si tu crois qu'ils vont pas le faire, faut franchement pas être voilà. Donc, encore une fois, s'il y a la possibilité de le faire, ce sera fait. Ou en tout cas, le risque est présent. Donc attention, quelques VC qui détiennent beaucoup de supply, très dangereux pour ma part. Une fondation qui détient énormément de tokens liquides, c'est pareil. Concrètement, les mecs, ils peuvent faire le prix. S'ils ont envie de market maker et de dire là, en dessous de ce prix, j'achète, comme ça, au moins, je maintiens la valorisation. Ok, bon, pas de souci. Et au-dessus de ce prix-là, je leur dump dans la gueule. Comme ça, je pourrais racheter derrière. Bon, concrètement, c'est eux qui décident du prix. Hein. Ils vont dire à quel prix ils vendent, ils vont bloquer le prix, et à quel prix ils achètent. Et concrètement, selon à quel moment ils vendent et ils achètent, ils peuvent te créer toutes les WXY machin de mon cul qu'ils veulent. Ok ? Donc on fait gaffe, encore une fois, dans ce cas-là, tes structures techniques sur ton graphique, elles veulent rien dire, c'est ces mecs qui les créent. Donc tu te fais juste manipuler. Tu peux m'analyser tout ce que tu veux, les trendlines et tout ça, ils peuvent contrôler ce truc-là. Bon, et surtout les teams, donc comme je dis, normalement pour moi les teams, elles doivent être payées pour builder, donc elles ne doivent pas être payées pour trader. Donc pour ma part, si je vois des team wallets non identifiés, ou surtout si je vois ces team wallets réaliser un grand nombre de transactions, c'est encore une fois le signe que ces mecs-là, au lieu de build, ils se foutent surtout bien de votre gueule. D'accord ? Donc moi, les tokens supply dans lesquels les team wallets ne sont pas identifiés, c'est no-go immédiat, et puis surtout, s'ils sont identifiés, je veux les voir absolument pas trader. Pour moi, une team qui vend ses tokens, t'es juste là, tu fais, mais the fuck, t'as même pas confiance dans le truc que tu builds, quoi. D'accord ? Normalement, les devs sont payés par les fondations, d'accord ? Donc que la fondation vende, c'est tout à fait normal. Ok ? Par contre, que la team vende, pour moi, c'est plutôt pas bon signe. Voilà. Qu'elle vende un peu, why not, hein ? Voilà. Mais la team, elle doit surtout pas jouer pump and dump, c'est-à-dire je vends, j'achète. La team, elle doit pas faire d'aller-retour. La team, à la limite, elle vend un peu quand elle pense que ça monte trop vite et elle dilue son pouvoir relatif. Et c'est tout à fait normal. Ok ? Et comme je l'ai dit, à la fin, la community pool. Concrètement, là, ici, c'est un intérêt de gouvernance, c'est de dire, est-ce que la gouvernance est décentralisée pour que les usages de la community pool soient relativement faits correctement. Sinon, c'est pareil. La community pool, c'est brûler de l'argent. C'est burn it, baby. On fait des buybacks, on fait des burns, on fait des machins. Mon cul, voilà. Tout ça, c'est encore une fois des très mauvaises utilisations du capital. D'accord ? Donc, on fait très attention. Voilà le schéma d'utilité. Et quand bien même donc vous arrivez jusqu'au bout des 6, il reste forcément le 7, c'est-à-dire réaliser une analyse graphique correcte. Parce qu'il s'agit ici de comprendre que la plupart du temps, le graphique en question n'a aucun intérêt spéculatif. On ne se trouve pas du tout sur des zones spéculatives, et je ne sais pas ce que vous foutez à trader ce truc-là au milieu de nulle part, mais franchement, ça ne sert à rien. Ok ? Donc on fait gaffe. La plupart du temps, ce qui va en plus bloquer derrière, c'est l'étape 7, c'est de dire quand bien même vous arrivez à passer ça, et franchement, il n'y a pas beaucoup de candidats pour lesquels c'est vrai, derrière, il reste l'aspect trading, c'est-à-dire est-ce que le prix est intéressant sur cette zone-là ? Est-ce que le risque que vous prenez à acheter ou vendre ce truc-là dans le but d'un objectif de déplacement de prix, est-ce que ça en vaut la chandelle ? La plupart du temps, la réponse sera non. Vous allez débarquer sur un vieux chart à la con, soit qui n'a pas de structure, soit qui est en pure tendance baissière, soit qui est en range, mais on est au milieu du range. Bref, ça n'a aucun intérêt. Et ça, si vous ne comprenez pas ça, je trouve ça très dangereux. Voilà donc, c'est pas pour faire le paternaliste et dire franchement, vous faites tous n'importe quoi, mais juste de dire franchement, il y en a qui font n'importe quoi. Je ne vais pas citer de nom, j'aime pas faire ça et taper encore moins sur des gens, mais juste de dire voilà, je
Parfois, je lève des alertes spéculatives sur un projet en particulier pour juste dire « Putain, si vous êtes sur ce projet, barrez-vous vite avant d'être le dernier dindon de la farce ». Je le fais relativement rarement et je le fais que quand, justement, je pense le faire dans un angle de protection du capital. C'est-à-dire, bon, concrètement, je vois bien que vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites et je préfère vous dire « Faites gaffe, là, vous allez dans la zone où ça va commencer à vous dumper sur la gueule ». Bref, ça veut surtout dire n'achetez plus du tout à ce stade-là. Et si vous avez été assez malin pour acheter avant, il est peut-être temps de commencer à vous barrer avant que les autres le fassent avant vous. Je vous rappelle, dans ce cas-là, c'est le jeu des chaises musicales. Si ces projets-là sont valorisés très loin au-delà de leur valeur intrinsèque, sans parler même des trucs qui n'ont franchement même aucune valeur, on ne sait pas combien ça vaut. Bon, effectivement, le prix peut évoluer entre 0 et l'infini. Mais n'oubliez pas qu'encore une fois, ce n'est pas un casino. D'accord ? Entre 0 et l'infini, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'au bout d'un moment, si votre machin y monte avec son schéma de Ponzi, c'est-à-dire qu'il faut toujours trouver des mecs qui achètent plus cher, plus cher, plus cher pour pouvoir leur dumper. D'accord ? Oui, vous, si vous investissez 100 $, vous êtes pratiquement sûr de pouvoir les revendre. Si la market cap, c'est 300 millions, je veux dire, si tu n'arrives pas à sortir 100 $, c'est flippant. Mais là où vous vous plantez, les gars, c'est que vous oubliez complètement l'aspect régulation, d'accord ? Ces trucs-là, ça disparaît du jour au lendemain. La blockchain, elle s'arrête. Vous allez faire quoi ? Vous allez porter plainte ? Donc, il y a des trucs là-dedans, je déconne pas. En 1 minute, ça peut valoir 0. Donc, déjà, vous faites gaffe. Très attention. Alors, ce n'est pas le cas pour certains trucs, parce qu'effectivement, il y a des équipes derrière, les mecs ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, etc. Mais d'une, c'est possible, d'accord ? Donc, il ne faudra pas être là le jour où ça va one-shot à 0, hein, parce que là, tu ne pourras même pas sortir tes 100 $. Personne ne voudra de ce truc-là, il n'aura plus aucune utilité. Mais surtout, retenez que ce que vous faites, c'est concrètement vous achetez un truc qui n'a aucune valeur parce qu'il y a une structure technique supportée par suffisamment de volume et pour dire il y en a d'autres qui vont rentrer après et je pourrai leur vendre plus cher. Moi, encore une fois, d'un point de vue éthique, il y a, et ça ne regarde que moi, vous avez le droit de ne pas avoir cette éthique-là, mais juste pour faire une forme de morale un peu à la fin de ce truc-là, d'accord, il y a une infinité de façons de gagner de l'argent. Il y en a qui sont totalement improductives, voire pour ma part ici, nocive. Je veux dire, ayez conscience de ce que vous faites. Quand vous participez à un pump and dump, vous êtes en train d'arnaquer quelqu'un d'autre. Hein, c'est-à-dire, vous achetez le truc, puis vous allez sur les réseaux pour dire « Ah putain, regardez ce que je gagne avec ce truc-là » pour donner envie à un autre mec qui va être votre exit liquidity, quoi. Et le but, c'est que je ne sais pas qui c'est, en attendant, j'ai forcé personne, mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de revendre plus cher. D'accord ? Ça ne vous a jamais intéressé d'utiliser ce truc-là. Vous n'avez aucune velléité d'investissement. Ce qui vous intéresse pas, c'est que ce qui vous intéresse, c'est pas que ce truc-là crée de la valeur. Ce qui vous intéresse, c'est acheter, revendre plus cher. Vous faites du pure trading. Je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais quand à côté de ça, vous avez la capacité de générer, avec beaucoup moins de risques, des rendements au moins équivalents, voire supérieurs, je me pose la question de pourquoi vous faites ça, en fait. Ça sert à quoi ? Je vais vous apporter la réponse parce que je l'ai fait, hein, je le sais, je sais que c'est ce biais-là que vous comblez, c'est que le marché vous fait peur. C'est-à-dire, pour vous, vous partez du principe que c'est extrêmement chaotique, c'est très inconfortable. Du coup, pour moi, la meilleure allocation de mon capital, c'est celle qui reste le moins longtemps dans le marché. Si vous réfléchissez une seconde, vous savez que j'ai raison. Vous faites ça parce que pour vous, c'est très inconfortable d'être investi dans un actif. Donc, concrètement, moi, plus vite je rentre et je sors avec le plus gros gain et le moins de risques possible, mieux c'est. Bon, je vais vous répondre d'expérience, d'accord ? Si vous durez dans le trading, c'est-à-dire vous réalisez des opérations d'investissement ou de trading, peu importe, hein, c'est la même chose, ok ? Des opérations, on va dire, d'investissement, d'allocation de capital qui sont répétées un grand nombre de fois et que vous faites ça longtemps, d'accord ? Il n'y a pratiquement aucune chance que vous fassiez toujours ça dans 5 ans. Tout simplement parce que vous allez vite comprendre que ça ne sert à rien et qu'en fait, c'est bien plus risqué que ce que vous pensiez initialement. D'accord ? Donc, de base, on s'assure de la valeur du sous-jacent avant de faire quoi que ce soit. Il faut s'assurer que quand on achète ou qu'on vend, on stipule la valeur monte ou baisse et on trade dans le sens de la valeur. Ça n'empêche pas de faire des trades de court terme. Moi, le premier, je fais des trades qui durent parfois quelques heures, voire quelques minutes. Bon, je le fais de moins en moins, mais je le fais encore. Mais par contre, je le fais toujours dans le sens de la valeur. Et je vous le dirai jamais assez, je n'ai vu aucun trader, d'accord, mais vraiment aucun trader. Bon, mis à part les scalpers, mais ça, c'est une race à part. Mis à part les scalpers, et il faut un profil type très particulier, personne ne trade contre la valeur, d'accord ? Sauf ceux qui en ont rien à foutre, comme je vous dis, et qui, en soi, répondent souvent la plupart à un biais très connu des traders professionnels, qui est le biais d'incertitude. Ça vous fait peur de ne pas savoir
lire la valeur. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous tradez le prix. Je vous invite à faire très attention, encore une fois. Pour ma part, trader le prix, ça ne s'extrapole pas sans faire une lecture de la valeur. Cette lecture de la valeur, c'est la stratégie que vous devez avoir, une stratégie spéculative. Elle doit être basée sur la détection de la valeur. La valeur, elle se trouve souvent, comme je vous dis, sur une installation dans la durée. Ça veut dire avoir un peu d'historique, avoir des volumes, etc. Ce truc dont je vous ai dit. Ok? Pour ma part, même la spéculation, ça ne peut pas s'affranchir de ce truc-là. Vous pouvez le faire à court terme, hein, mais encore une fois, c'est la plupart du temps un jeu à somme nulle. Je l'ai fait, bordel. Ça ne rapporte pas grand-chose, voire rien. C'est un vrai jeu à somme nulle. Tu gagnes 500 boules d'un coup, puis tu vas perdre 4 fois 100 derrière. Et concrètement, tu n'avais gagné que 100 balles à la fin. Et tu vas être juste derrière, dans l'attente de « Oh, vite, j'ai gagné 500, la fois d'après, je vais forcément gagner 1000 parce que je serai meilleur. » Concrètement, d'accord, je l'ai fait, ça, ok? Voilà ce que ça donne. Derrière, des petites paires. Ah, et voilà. Et tout ce que ça vous donne derrière, c'est l'addiction au trading. Ok? C'est-à-dire que sans stratégie, concrètement, vous achetez un machin dont vous contrôlez absolument rien du tout, parce que c'est pas vous qui faites les prix. Et les gars qui font les prix, ils savent très bien comment manipuler vos émotions. Et ils vous créent des pump and dump et machin. Mais concrètement, derrière, vous en êtes addict au shoot d'endorphine et de toutes les autres, on va dire, neurotransmetteurs très connus pour faire partie du circuit de la récompense. Et concrètement, ici, vous êtes juste accro. C'est-à-dire vous attendez ce pump magique, même si concrètement, 80% de vos trades derrière, c'est des pertes, vous attendez le pump magistral qui vous rendra éventuellement un jour milliardaire. Concrètement, vous jouez sur des trucs dont la valeur, elle est probablement même pas existante ou alors elle est plutôt baissière. Vous êtes en train de trader face à des mecs qui manipulent le prix ouvertement, ou en tout cas, pas directement, mais ils le font bien. Et n'oubliez pas donc que si vous payez un service qui, d'un point de vue financier, n'a pas d'existence réelle, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de blockchain pour ça, ou alors le coût infrastructurel de déploiement de cette blockchain ne justifie pas les marges qui existent dans un acteur centralisé, dans ce cas-là, encore une fois, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il va falloir payer pour construire cette infrastructure, il va falloir payer pour la décentraliser, il va falloir payer pour la mettre à jour, payer pour l'entretenir. Et tout ça, c'est qui va payer? C'est toi. Réfléchis. Il faut bien des gens qui achètent ce token pour que les teams et les fondations vendent pour couvrir les coûts. Si le service qui est rendu ne peut pas être profitable, puisqu'à côté de ça, une entité centralisée le fait avec des marges compétitives, concrètement, l'utilisateur final, il va aller où? Est-ce que tu crois qu'il va aller sur ton service parce qu'il y a écrit blockchain, ou est-ce qu'il va aller chez le compétiteur centralisé qui coûte 30 ou 40% de moins? Mais il va forcément aller là où c'est le moins cher. Qu'est-ce qui pourrait l'inviter à ne pas y aller et à aller sur le protocole décentralisé? Le fait qu'il aurait peur d'une censure. Ou alors qu'il y ait tellement d'enjeux sur le collatéral qu'il préférera dans ce cas-là ne pas prendre le risque et il paiera plus cher pour aller sur une technologie blockchain. Mais mis à part ces deux cas d'usage, ça ne sert à rien les gars. Ok? Il faut que vous ayez conscience de ça. Pratiquement les 3/4 de ce qu'il y a là-dedans, ça ne sert à rien ou ça s'attaque à des marges absolument non compétitives. Donc concrètement, ce truc-là ne peut pas produire de valeur. Et comme il ne peut pas produire de valeur, comment veux-tu que ça paye le développement et le coût infrastructurel énorme du déploiement d'une blockchain et de son entretien? Donc oui, la DeFi, il y avait des marges de cochon. Et oui, là, il y a de quoi creuser et construire de la décentralisation profitable. Et oui, petit à petit, effectivement, on va aller grignoter vers de nouveaux cas d'usage. Mais il faut quand même réfléchir avant, les gars. Ok, c'est vraiment important. La plupart des business qui sont vendus là, d'accord, fonctionnent très bien de façon centralisée aujourd'hui et n'ont pas besoin de supprimer le tiers de confiance. Soit parce que la preuve d'enjeu est très faible. Donc, quel serait l'intérêt de cette personne à soit censurer le réseau, soit triturer les données? D'accord, il n'y a pas de collatéral réellement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur qui s'échangent. Ou deuxièmement, encore une fois, c'est un service qui ne justifie pas l'extraction d'une marge suffisante pour le coût de lancement de la blockchain. Si vous ne comprenez pas ça, comprenez pas que la plupart de ces tokens n'ont donc aucune valeur parce que leur utilité elle-même est vraiment bancale.
Ça s'assoit évidemment sur le fait qu'il y a une bulle spéculative de crypto, il y a plein de gens qui veulent investir dans la crypto, qui achètent des trucs sans vraiment bien comprendre le modèle économique non plus, mais comme par exemple c'est la blockchain, et je suis sûr qu'il y a un mec qui sera prêt à payer plus cher. Soyons francs, franchement les gars, ce que vous faites, c'est participer à des arnaques grandeur nature, ou en tout cas participer à des trucs qui, d'un point de vue économique, sont totalement non productifs. C'est brûler du cash pour rien. Voilà. En revanche, il y a des projets qui méritent d'être portés. Et ces projets-là, encore une fois, j'estime qu'au lieu de favoriser des devs qui buildent des projets qui servent à rien concrètement, ou en tout cas pas aujourd'hui, on aurait plutôt besoin de devs sur des projets qui servent à quelque chose. Voilà mon avis personnel. C'est-à-dire qu'en entretenant ces schémas stupides de toute façon, si t'es dev, il faut vraiment que tu ailles build dans la blockchain, parce que c'est comme ça que tu vas devenir millionnaire. Putain, merde quoi. Vraiment merde. Si vous êtes dev vous-même, moi le message que je vous envoie, c'est soyez malin, d'accord? Cherchez-les, ces protocoles et ces blockchains qui ont de la valeur, et essayez d'aller builder là-dessus. Ça, on en a besoin. Plutôt que d'aller chercher le nouveau cas d'usage révolutionnaire dans lequel, en fait, il n'y a aucune marge profitable. Donc tout ce que tu vas faire, c'est lever des fonds et essayer de les dumper derrière à des gens. Ça, franchement, comme je vous dis, si vous êtes un peu malin, vous devez en avoir conscience de la réalité de ce truc-là. Si vous le faites en âme et conscience, et que vous arrivez à vous regarder dans le miroir, aucun problème. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Donc, je vous le dis concrètement, d'un point de vue éthique, moi, tout ce que je vois ici, je trouve ça extrêmement déplorable. Pour la large majorité de ce qui se trouve dans le top 100 aujourd'hui, il n'y en a pas un tiers qui, concrètement, a une valeur associée. Et c'est mon avis perso, vous en faites ce que vous voulez, mais je voulais vous le partager. Donc faites attention, ça ne veut pas dire que je vous juge parce que vous faites du pump and dump, il faut juste que vous soyez conscient de ce que vous faites. Voilà. Si vous le faites en âme et conscience et que ça vous va très bien, aucun problème, je vous souhaite de gagner de l'argent. Moi personnellement, j'appelle ça participer à une arnaque en bande organisée, et je ne fais pas ça, personnellement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, si vous investissez sur des tokens qui ont une vraie valeur, une vraie utilité, donc, on l'a dit, une historique, des volumes de transactions, un supply distribué, etc. Un vrai cas d'utilité, un vrai réseau public, avec du cas, l'utilité d'un token réellement décentralisé. Dans ce cas-là, à mon avis, là, vous pouvez profiter du temps. C'est-à-dire dormir l'esprit tranquille et juste laisser le temps au temps de faire le travail de trier tout ce bordel. Parce que c'est clair que ça va arriver. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.